Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et oui, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, Histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15 heures des histoires exclusives. Voilà, donc je vous invite à aller vous abonner à la première et deuxième chaîne YouTube. Voilà. Donc, on va écouter. Merci beaucoup à tous ceux qui donnent la force au mouvement, à tous ceux qui commentent, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent. Installez-vous, on va commencer rapidement avec la première histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. Je souhaiterais anonymement partager cette histoire. Cette histoire s'est passée au Congo-Brazzaville, à Ngoyo, et je pense même qu'il y a quelques jours, il y a une dame qui a raconté l'histoire d'une fille qui s'est fait séquestrer à Ngoyo. Moi, je pense que c'est une seule et même histoire parce que j'ai deux histoires énormes, des histoires grandioses concernant une maison en Goyo. Et de mon avis personnel, je pense qu'il s'agit d'une seule et même maison. Voilà mon histoire. Là où vivaient mes parents, il y avait un terminus de bus, c'est-à-dire les bus quittaient d'un certain endroit et leur arrêt était à côté de mes parents. Et donc, mon père s'était sympathisé avec un jeune. Ce jeune-là était un jeune chargeur. Les chargeurs chez nous au Congo-Brazzaville, ce sont des jeunes qui appellent les clients, qui appellent aux usagers de prendre le bus où ils exercent. Donc, voilà. Et le gars, il était bien, très poli, très jovial. Il avait toujours le sourire. Moi, je me rappelle de ce garçon-là comme étant un garçon bien du quartier. C'était un garçon du quartier très poli et tout. Et mon père, mon père, il le respectait beaucoup. Lui aussi respectait beaucoup mon père. Donc, ça se disait souvent bonjour, ça se donnait souvent des nouvelles quand ils se croisaient à l'arrêt de bus. Pendant un moment, papa ne le voyait plus, mais moi, je ne le voyais plus. Les mois ont passé, on ne le voyait plus. Et plus tard, mon père le croise. Mais sauf que là, il était changé physiquement. euh, il était, il avait vraiment changé dans le sens où ça se voyait par son corps que il buvait certainement des alcools forts. Il fumait certainement des produits illicites. Vraiment, ça se voyait. Ça se voyait. Nous, on appelle ça le djamba. Certainement, il prenait peut-être le djamba parce que son aspect physique avait complètement changé. On ne reconnaissait plus le gars. C'est là que mon père lui dit, mon petit, ça va, ça fait un moment que je ne te vois pas, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la santé, ça va? Et tout, enfin, des choses comme ça. Et c'est là qu'il dit à mon père, voilà, grand, ça fait quelques mois, je travaillais ici, moi et mes collègues, mes camarades, on a vu une belle voiture nous approcher et nous proposer un travail. Bon, nous, on n'a pas refusé ce travail-là parce que ça payait quand même 250 000 francs. C'était même pas un travail mensuel, c'était une tâche effectuée, c'était une prestation effectuée. Et on nous donnait 250 000 francs, donc nous, on était motivés. Mais parmi les quatre, il y a un qui a eu la clairvoyance de demander de quel travail il s'agissait. Il veut bien, mais il voulait savoir un peu de quel travail il s'agissait. Le monsieur qui était dans la voiture a dit non, 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 on cherche des courageux comme vous, des vrais hommes, machin et tout. Donc, voilà. Lui, il a dit, ah, si vous ne me dites pas de quoi il s'agit, moi, je préfère vous laisser partir. C'est comme ça que lui, il s'est mis en retrait. Ses trois camarades sont partis. Ils sont partis. Vraiment, il y avait des entrées, des sorties. On rentrait dans les rues, on sortait. On rentrait dans les ruelles, sortait. Vraiment, c'était... Mais ils ont quand même reconnu que c'était aux alentours de Ngoyo. À un moment donné, on les a bandés, les yeux, et ils ont rentré dans une magnifique maison. La maison, elle était très belle. Et ils ont vu plusieurs fûts. Enfin, quand ils sont descendus de la voiture, on les a débandés. C'était une des très belles maisons et devant eux, il y avait plusieurs fûts. Il y avait une petite dizaine de fûts, bon, pour dire peut-être 7 ou 8. Mais il avait dit, c'était pas 10. Et on leur dit, les petits, voilà, le travail serait... ils ont ouvert des fûts, ils ont dit, voilà, le travail serait de nettoyer ça.
Et quand ils ont jeté l'œil dans les fûts, ils ont vu que c'était des ossements. Même pas des ossements. C'est très délicat ce que je dis. C'était des parties de corps humain dans les fûts. Il y en avait là, partout dans les fûts. Et on les a dit de, de, de- on les a présenté des brosses métalliques. On les a dit de frotter. L'idée, c'est de retirer de la chair et juste récupérer des ossements. Donc, du coup, ils se sont mis à nettoyer. Il pouvait pas, le gars dit, au point là où on était, euh, soit c'était moi, soit c'était nous, soit c'était... soit on le faisait, soit c'est nous, quoi. Voilà. Donc, du coup, le garçon, les garçons se sont mis à nettoyer, on va dire, ces cadavres, hein, ces gens qui étaient dans les fûts. Ils se sont mis à frotter avec de la brosse métallique, à retirer de la chair et prendre des ossements, mettre à côté. Il y avait comme ça 7, 8 filles, en tout cas, il y en avait moins de 10. Ils ont fait ce travail-là, ils ont fini de tout faire et on les a remis chacun 250, 250, 250. En plus de ça, ils ont eu un pourboire. Il me semble, si ma mémoire ne me joue pas de tour, j'ai pas envie de raconter des bêtises, ils ont eu un pourboire de 100 000 par-dessus de francs CFA, par-dessus, par-dessus, par-dessus. On les a rebandés les yeux, on les a mis dans la même voiture, ils sentaient, hein, ils sentaient qu'ils partaient pas dans une voie droite. C'était des petites routes, des machins, machin, machin, machin. À un moment donné, on les a laissés aux alentours de Ngoyo Puma. Je vais juste expliquer pour ceux qui ne savent pas. Ngoyo, c'est un très grand quartier, une grande commune. C'est pas un quartier, c'est une très grande commune. Et dans cette commune-là, il y a plein, 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 plein de quartiers. Il y a plein de secteurs. Il y a Ngoyo Puma, il y a Ngoyo Plage, il y a Ngoyo La Plaine, il y a Ngoyo... Enfin, il y en a plein, plein, plein. Voilà, on les a laissés quelque part. Ils ont repris les taxis, ils sont rentrés. Chacun est rentré chez soi. Les gars ont été traumatisés pendant un moment. Ces garçons-là ne se voyaient plus. Et c'est pour cela que nous, dans le quartier, on ne le voyait plus. Et je pense aussi c'est à cause de cet événement-là que le monsieur, il a changé, que le gars s'est mis à prendre des produits illicites, à prendre des produits... à boire parce qu'il était physiquement atteint, il était physiquement abîmé, il était mentalement abîmé et ça se voyait de son physique. Donc cette histoire, je la raconte parce que j'ai pensé à l'histoire de cette dame-là qui a raconté l'histoire d'une dame qui s'est fait séquestrer à Ngoyo dans un trou. Moi, j'ai deux histoires concernant cette maison-là. Celle-ci est la première et je reviendrai pour la deuxième. Merci, au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire et là on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la famille DMG. Je vous appelle du Burkina Faso. C'est pour aussi raconter une petite histoire. L'histoire s'est passée dans la ville où je suis. Voilà, la grande ville, c'est-à-dire l'autre côté de la ville. Puis, bon, ça a pris de l'ampleur. Et une copine m'a raconté l'histoire. Vraiment, c'est pas facile. C'est pour dire que le Dieu est mauvais. Bon, l'histoire, c'est deux copines, deux femmes mariées, chacun a son époux. Voilà, elles étaient là, elles étaient dans le même quartier, c'était des voisines, c'est-à-dire que des concessions chacun a sa concession, voilà, des cours voisines. Et ces deux copines se fréquentaient. Voilà un jour que je vais nommer l'autre Mariam et l'autre Fatih. Donc, Mariam a vu le modèle de Fatih. Quand elle a vu le modèle de Fatih, elle trouvait que le modèle était joli. Elle a demandé à Fatih, est-ce que tu peux m'emprunter me prêter plutôt ton pagne et je vais aller reproduire le même modèle, ça me plaît bien. Donc, bon, Fatih ne trouvait pas d'inconvénient. Elle lui a remis le pagne.
2 semaines, le pain ne venait pas, 3 semaines, jusqu'à 1 mois. Fatou lui demande, et un jour, il dit, non, attends, je vais te ramener. Un jour, le modèle est compliqué, attends, il n'a pas encore, mon couturier n'a pas encore fini de reproduire. Fatou est resté comme ça jusqu'à ce qu'un jour, elle vienne lui remettre le pain. Bon, quand elle a pris le pain, bon, elle n'a pas trouvé, bon, c'est pas, elle n'a pas lavé le pain. Elle est partie, elle a remis dans sa valise. Et bon, elle a remis dans la valise jusqu'à ce qu'un jour, il y avait une cérémonie de mariage dans la famille de Fatih. Voilà, chez le mari de Fatih. Et le mari de Fatih devait partir avec son épouse. Donc, il s'est habillé. Quand il s'est habillé, Fatou s'est habillé. Quand Fatou s'est habillé aussi, l'époux plutôt a dit à sa femme que, ah, tu es bien, j'aimerais que tu te changes parce que tu as un habit qui me plaît bien quand tu portes. Vraiment, l'habit me plaît, c'est tellement joli avec toi, ça te fait fier à lui. Et la femme a dit quel habit. Il a commencé à décrire le motif, c'était un pagne, quoi. Elle a décrit le motif, tant. Oh, et puis Fatih a dit, ok, je vois le pagne. Oui, c'est chose. Mariam même a pris le modèle et vient de me remettre le pagne et j'ai mis ça dans ma valise. Il n'y a même pas longtemps. Le mari dit, ok, va porter ça, ça me plaît bien. Quand tu portes, ça te fait vraiment, ça te donne fier à lui. Donc, la femme est rentrée dans la chambre. Le mari était assis en attendant la femme pour qu'elle vienne, pour qu'il parte. Et ça fait 5 minutes, le mari a commencé à dire, mais tu fais quoi? Tu as fini de te maquiller, tu as fini de faire tout, mais allez changer avec le pain, là tu dis comme ça. Pauvre, combien de minutes? Le mari s'est levé, quand le mari s'est levé, il a vu, DMG, ce qui est sorti de la chambre, de leur chambre conjugale, ce qui est sorti. Un gros serpent sorti de la chambre, un très gros serpent, traînant en même temps le pain que le mari avait demandé à son épouse de porter. En même temps, le mari a compris en même temps que quelque chose s'est passé. Parce que la femme, en expliquant, a dit que Mariam avait pris le pain, allait faire tant. En même temps, le mari s'est arrêté comme ça, il n'a pas crié. Mais c'était un homme. Sinon, ça, c'était grand. Le serpent est sorti. Le serpent est sorti de la chambre. Le serpent s'est dirigé au salon. Du salon, le serpent est sorti au dehors, dans la cour. Et le serpent se dirigeait. Les habits sont sortis, les habits sont restés dans la maison. Le serpent maintenant se dirigeait maintenant dehors, au grand dehors. Quand le serpent est sorti au grand dehors, maintenant, le mari, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le mari a commencé à suivre le serpent. Mais il avait son pistolet qu'il avait dans sa maison. Donc, il ne sait pas ce qui s'est passé. Le mari est rentré parce qu'il savait que quelque chose allait se passer. La manière que le serpent est sorti et se dirigeait, parce que se dirigeait vers la cour de sa copine. Le mari a compris que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Donc le mari est rentré dans sa chambre. Il a pris son pistolet. Oh, et il est ressorti rapidement. Il a continué à suivre le serpent. Le serpent est parti rentrer dans la cour de Mariam. Et quand le serpent est rentré dans la cour de Mariam, le monsieur a jeté un coup d'œil dans le trou là. Il a vu que... Je raconte pour que vous puissiez comprendre. Voilà pourquoi je mets certaines choses. Il a vu qu'il a jeté un coup d'œil dans les petits trous là. Il a vu que le serpent qui est rentré dans la cour, il a vu les deux là, Mariam et son époux, en train de recevoir le serpent dans un récipient, dans quelque chose, pour que le serpent puisse rester là-bas. Donc le mari en même temps a foncé dans la cour. Quand il a foncé, quand les deux l'ont vu, il ne pouvait rien faire. Il te dit que le mari a fait sortir le pistolet. Hein? Il a tiré sur le mari de Mariam. PAM!
il a tiré sur la femme, pas Mariam elle-même. Il les a tués, exterminés, déposés. Et le monde est mauvais. Tu sais ce qui s'est passé, DMG? C'est-à-dire que quand Mariam est venue demander le pagne à sa fille, elle a été incitée par son mari, le mari de Mariam, quoi, qui lui a donné cette idée-là de retirer le pagne de Fati. Ils sont allés avec le pagne, aller donner à un marabout. Le marabout ne se trouvait même pas au Burkina Faso, dans un autre pays voisin que je vous mettrai le nom. Ils sont allés travailler le pagne de Fati. Ils ont travaillé le pagne. Quand ils ont travaillé le pagne, c'est-à-dire que le pagne là, Mariam, quand le pagne allait seulement entrer, quand Mariam allait tellement, le pagne allait toucher le corps, Fati plutôt, le pagne allait toucher le corps de Fati seulement. Fati se transformait à un serpent et ils allaient recevoir maintenant, ils allaient accueillir le serpent là, déposer le serpent. C'est le serpent maintenant qui vomissait l'argent nécessaire, l'argent pour payer tout ce qu'il est nécessaire, les remorques, les cars, les voitures, leur bien-être. C'est-à-dire que le serpent maintenant était la banque maintenant de Mariam et son mari. Donc c'était le mari maintenant qui avait incité sa femme, il avait donné l'idée et la femme a fait le jeu et c'était déjà fait. C'est-à-dire que malheureusement pour eux, le mari de Fati était là. Comme le mari était Fati était là, et quand Fati racontait l'histoire que Mariam avait demandé le pain, en même temps, tu vois, le mari a compris, il a fait en même temps, il a fait la relation. Il a compris que c'est Mariam qui a pris le pain de sa femme, aller travailler et pour tuer sa femme comme ça. Ah, c'était pas bon, c'était même pas bon. C'est-à-dire que le Dieu est mauvais, le Dieu est très mauvais. Ils ont tué la femme là comme ça, ils ont anéanti le couple là comme ça, tu vois. Ah, mais c'est pour dire que vraiment, faisons attention à tout ce que nous donnons à nos amis, à nos voisins. Si quelqu'un voit ton modèle, il veut reproduire le même modèle. Actuellement, il y a des portables, il y a des photos au téléphone, il y a des photos. Il prend le modèle, il ne lui remet même pas ton pagne, ne lui remet pas ta chaussure. Parce que les gens sont mauvais. Les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent dans ce monde. Ils ne pensent même pas qu'il y a une éternité. Ils ne pensent pas que la vie, ça va finir un jour et il y a un jugement. Non, pour eux, seulement il faut avoir tout ce qu'on veut sur cette terre. Manger, boire, faire tout ce qu'on... Avoir toutes les maisons, les voitures et vivre sur cette terre-là. Oublions que demain, il y a un grand jugement. Demain, il y a un compte rendu que chacun de nous devrait rendre compte à notre Créateur. Donc, c'était ma contribution. Et puis, bonne nuit, bonne soirée, bonne journée. Puis, c'est pas là où quelqu'un va m'écouter. Merci beaucoup, DMG. Que Dieu te garde. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour à toute la communauté DMG. Bonjour à toi, DMG. Je reviens pour une deuxième histoire concernant une maison qui semblerait être à Ngoyo. Moi, j'ai deux histoires concernant cette maison-là. J'ai raconté la première et je raconte la deuxième histoire concernant cette maison. Je pense que ça doit être une seule et même maison. J'étais rendre visite à une de mes copines à l'époque, que son âme repose en paix. Elle me reçoit chez elle, c'était un jour de dimanche, je m'en souviendrai toujours, parce que c'était le jour de Ngouloumakor. Ceux qui vivent à Pointe-Noire savent, le Ngouloumakor, c'est un mets de dimanche dans les Nganda. Les Nganda, ce sont des maquis, comme diront les Ivoiriens. Et donc, du coup, elle m'a invité d'aller dans un Nganda qui est en face de ses ailes pour partager un plat de Ngouloumakor. Et j'arrive là et il y a un monsieur qui s'approche de nous et elle connaissait ce monsieur-là hier, comme d'habitude. Voilà, bonjour, comment tu vas? Ça va, ça fait un moment et tout. Oui, je t'ai pas vu, il se passe quoi? Non, ça va. Mais en fait, il y a des choses qui se passent quand même. Ah ouais, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et c'est là que ce monsieur lui relate qu'une fois, c'est aux alentours de Siafoumou, c'est un autre quartier de Pointe-Noire.
Il roulait, c'est un chauffeur de taxi, quand il voit soudainement un monsieur arrêter son taxi, le disant, suis la voiture là, suis la voiture là, suis la voiture là. Il dit, bah non, je ne suis pas des voitures des gens comme ça. C'est quoi cette voiture que je dois suivre? C'était une très belle voiture blanche que le monsieur disait de suivre. Il vient de kidnapper ma copine, il vient de kidnapper, suis la voiture. Non, 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 je ne suis pas la voiture, tu dois m'expliquer concrètement ce qui se passe. Et très rapidement, le monsieur dit, je vais t'expliquer au cours du trajectoire. Prends-moi d'abord, je vais t'expliquer, suis-moi quand même cette voiture-là. Alors très discrètement, très professionnellement, le monsieur a accepté et a commencé à suivre la voiture qui était devant. Il s'était passé quoi? Il s'était passé que le monsieur là avait reçu sa copine chez lui à la maison, mais sa copine n'était pas bien. Elle avait mal à la tête, donc elle voulait rentrer. Et ce monsieur-là, il a cru peut-être que sa copine voulait, enfin, sa copine usait un peu de stratégie pour pouvoir partir plus tôt parce que sa copine, quand elle est arrivée chez lui, elle restait quand même jusqu'à 22h, 23h, minuit et puis rentrer chez elle, tout en sachant qu'ils vivaient dans le même quartier. Mais là, comme par hasard, elle arrive à 18h, elle dit qu'elle a mal à la tête, 19h, elle a mal à la tête, 22h. Le monsieur suspectait un peu la chose. Et quand la fille insistait, du coup, son copain a proposé de l'accompagner chez elle. Elle a fait traverser le goudron à Sirfoumou. C'est une grande voie, en fait. Elle a fait traverser cette voie-là. Et lui, très suspectueux, très machin jaloux, il s'est dit certainement, ma copine elle va peut-être voir quelqu'un. Moi, je vais être là, je vais l'attraper en flagrant délit. Donc, le monsieur n'était pas loin de sa copine. Quand elle a fait traverser le goudron à la copine, il était proche. C'est à ce moment-là qu'il voit une voiture blanche se mettre à la hauteur de sa copine. Et quand la voiture blanche s'est arrêtée, et là, il s'est dit, ah bah voilà, j'avais raison. Finalement, c'est cette personne-là qui venait prendre ma copine, c'est cette personne-là avec qui elle avait rendez-vous, j'avais raison. Mais bizarrement, dans la scène, même s'il voyait de loin, il voyait qu'il y avait quelque chose de très étrange. Parce qu'il semblerait que la dame ne voulait pas trop parler avec cette personne. La personne a ouvert brutalement la portière, l'a pris fortement, l'a forcé à rentrer dans la voiture. C'est là que le monsieur a compris que non, il se passait quelque chose et ce qui se passait là n'était pas normal. Et donc, quand il a vu ça, et aussitôt, il y avait un taxi qui arrivait, il a arrêté le taxi, c'était la personne là, le chauffeur là. Donc, ils sont mis à poursuivre le taxi, mais de loin. Ils ont poursuivi jusqu'à une maison en Goyo. Jusqu'à une maison en Goyo. Là, le chauffeur qui dit, moi là où je suis là, je ne peux pas rentrer dans cette maison. Ce qu'on va faire, on va aller voir les gens compétents pour rentrer. Ils sont partis au commissariat. Un commissariat a dit nous, on ne peut pas, on est en sous-effectif. L'autre commissariat qui dit nous, machin, bidule et tout, nous, machin et tout. Donc, il a compris que ces commissariats-là, je ne veux pas citer les noms, franchement, je ne veux pas citer les noms, n'ont pas voulu intervenir. Et selon ce chauffeur-là, il disait, on dirait qu'il connaissait déjà la maison en question. C'est comme ça qu'il appelle son beau-frère, qui est un sergent dans un petit commissariat, mais petit. Il appelle et ce monsieur-là ne travaillait pas, son beau-frère n'était pas au travail ce jour-là. C'est comme ça que son beau-frère lui dit, bon voilà, tu vas aller voir mes collègues, ils sont en activité en ce moment, ils sont au travail en ce moment, tu vas les voir. Il est allé les voir, ils ont mobilisé ce qu'il fallait mobiliser et débarqué dans cette maison-là. Ils arrivent dans la maison. Le gardien ouvre, ils rentrent, ils observent. Où sont les propriétaires de la maison? Non, il n'y a personne, ils sont en voyage, ils sont en vacances en Europe. Ouvrez-nous la maison. Ils ont ouvert la maison, ils sont rentrés et effectivement, tout était calme, tout était rangé. Il semblerait qu'il y avait vraiment personne dans cette maison-là. Mais bizarrement, toutes les portes de la maison, à l'intérieur, les chambres, les machins, étaient fermées. Eux, ils ont dit, nous, on ne peut pas défoncer ces portes-là parce qu'il faut commissaire-guératoire, je ne sais pas comment ça s'appelle, un document livré par la justice qui vous donne l'autorisation de rentrer et de
par exemple, de défoncer une porte pour faire des vérifications ou autre. J'ai pas trop les termes et tout. Ils n'avaient pas ça. Donc, ils sont sortis de là. Ils ont dit au chauffeur et aussi au monsieur dont la femme était kidnappée que nous, on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas le document de la justice pour pouvoir procéder aux vérifications. Déjà, même le fait de rentrer dans cette maison, c'était normalement pas de droit. On n'avait pas normalement le droit de faire ça. Donc là où nous sommes là, on s'arrête là. C'est comme ça que les policiers, voilà, un par un, rentrent dans le pick-up qui était à l'extérieur. Le chauffeur de taxi rentre dans son taxi. Et le monsieur, là, en partant, il s'est mis debout à observer la maison. Il dit, mais comment ça s'est fait? C'est bien cette maison. On a bien vu les choses se passer. On a bien vu que la voiture est rentrée dans cette maison. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a personne dans cette... Enfin, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les policiers qui commençaient à dire, mais rentre, mon frère, je pense que tu t'es trompé de maison. Ça se voit, il n'y a personne ici. La maison est calme, il n'y a pas de problème. Tu t'es trompé, tu t'es même peut-être trompé de voiture ou machin et tout. Lui, dans le doute, il était là debout, Et là, il y a quelque chose qui a attiré son attention, c'est la bâche à eau. Il y avait une bâche à eau. Et cette bâche-là était fortement cadenassée. Il y avait des grosses chaînes qui fermaient la bâche-là. Il y avait un gros cadenas. Oh, ça l'a intrigué. Il dit au chauffeur ainsi qu'au policier, mais il se passe quoi? Est-ce qu'on peut surprotéger une bâche à eau comme ça? Il y a quoi dans cette bâche à eau pour avoir des grosses chaînes comme ça là? Et oui, c'est vrai, ça intriguait les policiers, c'est pas possible. C'est là qu'ils disent aux gardiens, comment ça se fait que la bâche à eau là soit fermée, cadenassée comme ça? Il dit non, c'est parce que les propriétaires ont des enfants, ils sont en bas âge. Donc ce qui fait pour maximiser la sécurité des enfants, ils cadenassent la bâche comme ça. Mais comment ça se fait? D'autant plus qu'ils ne sont pas là. Donc, ça veut dire que s'il y a un problème d'eau, s'il y a un problème de circulation d'eau et machin, toi, tu ne peux pas pouvoir intervenir ou tu ne pourras pas faire intervenir des plombiers pour réparer. Tellement c'est cadenassé, tellement c'est sécurisé. On ne voit pas l'essence de partir et laisser une bâche à eau aussi sécurisée comme ça. Ah non, on va défoncer ça. Ah non, le gardien commençait à paniquer. C'est la panique des gardiens qui a fait que les policiers tiquent qu'il y a vraiment quelque chose d'étrange. C'est là que les policiers ont cassé la bâche à eau. Ils ont cassé. Ils ont retrouvé 5 filles dans cette bâche à eau-là. Et l'eau arrivait sur les jambes des filles jusqu'au niveau des mollets. Ils ont fait sortir les filles, y compris la fille qui a été kidnappée. C'est là maintenant que les policiers et tout le monde disaient, vous êtes là, vous entendez les mouvements, vous vous taisez comme ça là, vous ne pouvez pas crier, vous pouvez pas... C'est là que une des filles qui dit, non, nous quand on entend les mouvements, nous quand on entend du bruit, ça veut dire qu'ils sont venus chercher une de nous. C'est pour cela que nous nous sommes tus. C'est pour cela que nous nous sommes tus. C'est comme ça que le monsieur là a pu récupérer sa copine. Il y avait des filles qui ont été là-bas depuis déjà des jours parce qu'elles étaient amaigries, elles étaient pas bien. Ils ont récupéré la fille. Donc, l'histoire, je répète encore, l'histoire de la dame qui a raconté qu'une autre dame s'est fait kidnapper, elle a été mise dans un trou, dans une maison à Ngoyo. Je ne sais pas, mais moi, je pense que ça doit être une seule et même maison parce que j'ai ces deux histoires-là que je viens de raconter sur la maison Ngoyo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est la première fois que je puisse participer à cette à DMG TV. J'écoute souvent. Merci beaucoup. J'espère que l'histoire sera entendue et appréciée. Et j'espère que j'ai raconté bien l'histoire. Merci bien. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez, s'il vous plaît.
Bonjour DMG, bonjour à toute ta communauté. Je suis tombé par hasard sur ton concept sur TikTok. Puis depuis un moment, je suis sur Facebook. Je suis plutôt satisfait de l'idée et puis j'espère que cela va se pérenniser. Les histoires mystiques, j'en ai connu. Je peux même dans une certaine mesure dire que je commence à en avoir l'expérience. Aussi, je interviendrai assez souvent dans un premier temps pour raconter ce que j'ai vécu moi-même et par la suite, ce que mes proches m'auront raconté. Alors, je vais commencer aujourd'hui en disant que je suis Camerounais. Je vis certes hors du pays, mais en Afrique tout de même. Je me suis rendu à l'évidence que les réalités mystiques sont quasiment les mêmes. Il suffit pas de changer de pays ou alors de traverser une frontière pour que ça change. Et encore que de là où nous sommes pratiquement le grand groupe Bantou, on retrouve quasiment les mêmes histoires presque partout. Alors ce que je vais dire aujourd'hui, je vais commencer du moins. Ma première histoire, c'est que je l'ai vécu courant 2010. Je viens d'arrêter mes études, j'étais à l'université Yaoundé 2. Je viens d'arrêter mes études et les réalités du pays faisant qu'on ne trouve pas tout de suite le boulot, j'ai sollicité et obtenu d'entrer en stage dans un cabinet d'avocats dans la ville de Yaoundé. Alors, mon parrain, comme il est de principe, on ne donne pas de nom, était originaire de l'Ouest Cameroun. Nous sommes arrivés avec une autre jeune dame qui, elle, venait de Ngaoundéré. On a commencé ensemble et puis, moi, très vite, je me suis, du moins, ça matchait comme les jeunes disent actuellement, très vite entre nous. Ça fait que il arrivait parfois qu'il m'invite à des petites réceptions chez lui et puis parfois, comme je savais conduire, il m'envoyait faire certaines courses ou alors il m'envoyait couvrir des audiences avec son véhicule hors de la ville. Puis tout de suite, mon rôle a pris de l'ampleur dans sa famille. C'est-à-dire que il est arrivé qu'il m'envoie avec sa maman. Et généralement, les voyages sur la route de l'Ouest se font dans la nuit. Alors, ça a commencé très timidement. On est partis tous les deux. On allait dans son village qui est dans le département du Bamboutos. Parti de Yaoundé à 20h, nous avons roulé normalement et puis entre Bafoussam et Mbouda, la route est un peu étroite et les virages serrés. La verdure, la végétation également n'est pas très éloignée. Alors, au sortir d'un virage, j'avais mis les pleins phares. J'ai vu comme une chèvre, lui également, a vu et puis il s'est mis à me dire freine. Je n'ai pas obéi à cet ordre. J'ai continué et on a suivi l'impact de la chèvre sur le pare-choc du véhicule. Puis il m'a demandé de m'arrêter pour qu'on aille voir. Je lui ai dit que non. L'expérience que j'ai ma petite expérience de la conduite m'oblige à ne pas m'arrêter, surtout en pareilles circonstances et dans de telles conditions. Nous avons continué, on allait prendre un truc dans son village et puis je ne sais pas trop quoi et revenir assez tôt parce qu'il avait réunion le dimanche, on était parti samedi. On avait réunion le dimanche, il fallait qu'on revienne assez tôt. Nous sommes arrivés, finalement on n'est pas arrivé dans son village même, il a fait son rendez-vous et finalement s'est déplacé du village pour Mbouda. Nous avons récupéré ce qu'on avait récupéré et puis on a repris la route. Arrivé à l'endroit où cela s'était passé, je m'attendais logiquement soit à trouver une carcasse de chèvre ou de mouton, du moins un truc qui ressemblait à ça. Je n'ai rien vu. Je n'ai non plus vu de traces de sang, rien. Et j'ai regardé le pare-choc lorsqu'on était arrivé. Je me serais attendu qu'il y ait eu un choc, qu'il se soit plié ou alors un phare cassé, mais rien. Pourtant, tous, on avait suivi l'impact du choc.
Nous sommes revenus à Yaoundé et puis ma maman, parce que moi je suis originaire du centre, ma maman est venue chez mon grand frère et puis a profité pour venir passer 2 jours à la maison. J'ai commencé à lui faire des commentaires parce que moi je découvrais l'ouest du Cameroun. J'étais fasciné par les paysages et tout ça. Je lui faisais le compte rendu de mon voyage. Et lorsque je suis arrivé sur cette histoire, elle m'a dit, ok, c'est ce que je vous dis souvent. Il y a des choses qui apparaissent et puis il y a une certaine façon de réagir. Puis elle me dit qu'à l'avenir, lorsque je vais là-bas, que je prenne la peine de mettre c'est le poivre en fait. Certains métiers appellent ça. Oui, comme je disais tantôt, ma maman m'a suggéré d'aller de haut en avant avec du poivre. Le poivre, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle jujube, c'est-à-dire que c'est un fruit avec des graines qui, lorsque vous avez mâché cela, piquent comme si c'était agi du vrai piment. Et dans notre tradition, c'est un élément très symbolique. Généralement, c'est un peu comme l'unité de mesure de la sincérité. C'est-à-dire que lorsque tu dois intervenir dans une affaire, disons, pas claire, il faudrait que tu aies raison. Et pour vérifier que tu as raison ou pas, tu dois parler après avoir mâché cela ou en tenant cela. C'est ce que j'ai appliqué. 2 semaines plus tard, nous devrions à nouveau aller dans le dit village parce que sa femme était au centre de l'organisation des funérailles dans sa famille. Nous devrions aller jeudi, les cérémonies en elles-mêmes se déroulant samedi. Le temps pour lui de superviser et tout parce que en même temps sa femme devait être consacrée Mafo dans la dite concession. Nous partons donc de Yaoundé comme à notre habitude autour de 20h. On roule, courant 3h du matin. On amorce l'entrée de leur village. On est en pleine saison sèche aux environs entre fin janvier et début février. En pleine saison sèche. Puis, il m'écrit subitement, freine. À nouveau. Cette fois-là, j'obéis. Parce que moi, je n'avais rien vu de spécial, je n'avais pas vu d'obstacle. Parce que quand j'ai freiné, cela soulevait un nuage de poussière. Avant que le nuage ne retombe, il était sorti du véhicule. Il s'est mis à parler en langue devant. Bref, il était tout à côté, la portière côté passager. Il s'est mis à parler en langue. Moi, intrigué, j'ai mis les pleins phares, j'ai même mis les anti-brouillards du véhicule, question de regarder, de voir avec qui est-ce qu'il échangeait. Mais je n'ai vu personne. Puis, après 2 ou 3 minutes d'échange, il est rentré dans la voiture, tout à fait serein, il m'a demandé de continuer. Je suis arrivé, la maison n'était plus très loin de là, nous sommes arrivés. Puis, à peine arrivé, je l'ai vu tenir une conversation assez soutenue avec sa maman, mais je ne comprenais rien puisque, ne comprenant pas la langue qu'il parlait, mais à la gestuelle, j'ai pu deviner qu'il était en train de raconter à sa maman ce qui venait d'arriver. J'ai dit, mais tiens, moi qui ai vécu cela, on ne me donne aucune explication. Pourquoi est-ce qu'on devrait me laisser dans un tel suspense? N'étant pas parce que je suis assez curieux, je me suis rapproché de lui. Et quand il a vu mon air assez sérieux, il s'est senti obligé de me dire que bon voilà, tu n'as rien à craindre, nous étions en train de traverser la forêt sacrée et la panthère gardienne du village était en pleine chaussée. Si tu avançais, tu allais lui rouler dessus. Donc, lorsque je suis sorti, je lui ai dit que c'était moi, je me suis présenté, j'ai dit le siège que mon père occupait au niveau de la chefferie et que dans la voiture, il n'y avait que ma fille et toi, un étranger qui n'avait rien à voir avec nos traditions. J'ai été intrigué. Je me suis dit, mais cette affaire, il ne faudrait pas que je me laisse aller comme ça. Alors, nous avons fait les funérailles. On est revenu.
Je n'étais toujours pas tranquille. D'ailleurs, durant toutes les cérémonies, je pensais à poser un acte qui est assez significatif, en fait. C'est comme ça, donc, au retour, aux environs de 18 heures, du moins, la nuit commençait à tomber. À ce moment, on était en train de traverser mon département d'origine. C'est le département du Mbam. Avant d'atteindre la Sanaga, il y a un long chemin. Il y a un long chemin, un long trait, comme les automobilistes appellent. Parti de là, j'ai coupé le moteur du véhicule. Lui et son véhicule avaient un système de sécurité que lui-même ignorait. Juste un petit bouton en dessous du volant. Il fallait le tourner, soit à gauche, pour démarrer. Mais tant qu'il restait à droite, tu pouvais démarrer à tout moment, couper, rien. Mais si tu voulais bloquer le démarrage, tu devais le tourner à gauche. Discrètement, j'ai dormi le bouton à gauche. La voiture, on essayait de démarrer, ne démarrait plus. Lui-même est venu, il a essayé plusieurs fois, elle ne démarrait plus. Et puis, constamment, lorsqu'on passait par là, je leur disais qu'ici, c'est la terre de mes ancêtres. Même si je dois faire un accident, je peux en faire partout, mais pas ici. C'est pour ça qu'à ce niveau, je m'amuse souvent à aller à 130 ou même 140 km/h, parce que c'est la terre de mes ancêtres. Alors, je sors, je vais devant le véhicule, il y avait des herbes, j'arrache une herbe. Je me rends à l'évidence que sa femme a une écharpe rouge. Je demande un morceau de la dite écharpe. Du moins, je fais comme si je n'avais pas remarqué. Je dis que j'aurais besoin d'un tissu de couleur rouge. Sa femme entreprend de déchirer son écharpe et me donne le bout de tissu. J'attache sur l'herbe et puis je me mets à parler en ma langue, sachant bien qu'eux, ils ne comprenaient pas. Je me mets à parler en ma langue. Je ne disais rien de véritablement concret, juste des choses pour parler. À la fin, j'ai donc craché dessus, j'ai jeté et puis je suis allé, j'ai discrètement remis le bouton en place, j'ai démarré la voiture. On est parti. Arrivé à Yaoundé, j'ai appris par ma collègue qui avait eu tout un débat. On a dit comment je suis vraiment ancré dans les choses ancestrales et tout ça, et que vraiment, je suis quelqu'un avec qui on peut s'appuyer dorénavant. Mais, au finish, je n'avais rien fait de spécial. Et curieusement, depuis ce moment-là, je n'ai plus été convié à un voyage. J'ai encore passé 1 an avant d'ailleurs de trouver un boulot. Je n'avais plus été convié. Il est même arrivé qu'ils prennent mon véhicule pour y aller, mais il ne m'a plus jamais convié. Comme pour dire que, en fait, le sorcier, comme on l'appelle parfois, c'est un malin. Il faut simplement essayer d'être plus malin que lui. Et dès que tu as fait preuve de malice, lui, il ne saura pas si tu es vraiment fort ou pas. Mais il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se laisser entraîner. Il faut toujours montrer qu'on a du répondant. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Bonne continuation à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG TV, bonsoir la famille DMG TV. Bon, cette histoire s'est passée dans mon ancien quartier d'enfance. C'est pas que on m'a dit, je dis, moi-même là, j'ai assisté à ça, j'ai vu, j'ai entendu. Donc, l'histoire s'est passée dans la cour en face de mon papa. Donc, le matin, il y avait du bruit comme ça au quartier. Puis c'est comme ça on est sorti. Quand je suis sortie, j'ai vu une fourgonnette, j'ai vu une dame avec un monsieur et puis les femmes de la cour en face qui étaient en train de crier. Elles bavardaient sur la dame là. Elle bavardait sur la dame là. Mais la dame aussi, en tout cas, elle aussi, elle bavardait aussi. Et c'est comme ça, moi-même, je me suis approchée. La dame disait, c'est le monsieur qui m'a commissionné. C'est lui qui m'a dit de venir donner à sa femme. Depuis là, j'essaie de dire, mais vous ne me croyez pas. Et puis c'est vous, vous êtes en train de crier sur moi. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Les femmes là ne faisaient que crier. D'autres parlaient en langue en disant que avec via le fort là, fanyale. Vous ne via le fort là.
Mais la dame aussi, elle répondait que nous te via le fola, nous te via le fola. Mais tiens le fola fana. Tiens le barragine dia comme nous na dia ba musoma. Aïe. Donc la dame, elle s'explique, les femmes de la coula ne veulent pas entendre. La dame s'explique, les femmes de la coula ne veulent pas entendre raison. Donc il y avait une tata dans le groupe là que moi j'avais l'habitude de taquiner. Et puis je me suis approchée. J'ai demandé à la tata, mais tata, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, tu vois la dame qui est en train de bavarder fort là. Puis les femmes de la cour disent que non, que c'est faux là. La dame elle est venue ce matin, elle dit non, que elle est venue avec un colis pour venir donner, tu vois la tata qui est en train de pleurer là-bas là. J'ai dit oui, je vois la tata là. Que son mari, c'est son mari qui doit donner la commission pour venir le remettre. Il dit, quoi ça? Elle dit, oui, tu te rappelles, non? Tu as connu le mari de la tata qui pleure là. J'ai dit, oui, j'ai connu le tonton là. Et le tonton là, je l'ai connu. Elle dit que c'est la dame là qui vient de dire que non, que le tonton là lui a donné le sac d'arachide pour venir remettre à la tata là. J'ai dit, quoi? Mais le tonton là est mort. Elle dit, c'est ça, depuis, on était dans la cour en train d'expliquer à la dame là que non, le tonton là est mort. Et c'est pas le tonton qui l'a donné la commission. La dame ne veut pas croire. Et sa femme a fait sortir la photo de leur mariage. Mais la dame l'a dit que c'est faux. Que le monsieur n'est pas mort. Que le monsieur est dans un village là-bas. Où elle a l'habitude d'aller prendre les bagages. Que le monsieur était vraiment gentil avec elle. Que le monsieur était tellement gentil avec elle. Que quand elle a dit qu'elle venait à Abidjan, dans tel quartier, c'est là le monsieur lui a donné le colis pour venir remettre à sa femme. DMG TV. J'étais dépassée. Jusqu'à ce jour-là, mais j'ai eu froid. Les femmes de la coula, elles ne faisaient que pleurer. La femme même pleure. Tellement que l'histoire était grave là. Ça arrivait même dans l'oreille de l'imam du quartier. Et l'imam du quartier est venu. Parce que l'affaire était... Quelqu'un qui est mort, qui commissionne pour dire non, va donner ça à ma femme. Qu'elle n'a qu'à commencer un petit commerce. Ah! Dans ce quartier-là, faut voir nous les enfants, faut voir la famille, les gens, que non c'est impossible. La dame dit oui, que j'ai même son numéro. Elles ont tenté sur le numéro ne passe pas. La dame dit, c'est le monsieur qui est sur la photo là qui m'a commissionné. C'est lui qui m'a donné le colis, venu donner à sa femme. Les femmes aussi crient que le monsieur que tu dis qu'il t'a commissionné, le monsieur il est mort. La dame là, à force de crier, la femme... C'est comme si elle a commencé à avoir un petit malaise et puis elle s'est assise. Elle a commencé à dire que, vraiment, elle ne pouvait pas imaginer que le monsieur est mort. Mais sinon, le monsieur, en tout cas, il est dans le village là-bas. Et que le monsieur l'a rendu tellement de services. Donc, quand elle a dit que non, qu'elle veut venir à Abidjan dans tel quartier, c'est ça, le monsieur lui a donné le colis d'arachide de venir donner à sa femme pour que sa femme commence un chose comme ça. Un commerce parce que il disait que non, sa femme souffrait trop sans lui. Et DMG TV, les morts ne sont pas morts dès. Je te dis bien, moi-même j'ai entendu, moi-même j'ai vu le sac d'arachide. Et quand à voir la dame, tu sais que, en tout cas, à voir la dame là, quand tu la regardes, tu sais que c'est une commerçante. La dame là disait que, allez le cas dian, allez le cas ça qui n'est dian. Comme Tigane dit à Moussoma, à te lalamna, même Mouké maintenant, même Mouké. Donc c'est l'imam là maintenant qui est venu pour essayer de calmer le jeu, parce que les femmes là ne voulaient pas entendre raison, pour calmer le jeu. Jusqu'à ce qu'ils ont fait une prière spéciale pour la dame, pour que nous puisse prendre l'arachide là. Et vous connaissez les musulmans, eux, dans ce genre de trucs là, ils ont de ces choses qu'ils font là. Mais ça s'est passé au quartier, ça s'est passé au quartier. Il n'est pas dit la nuit, en plein jour, ça s'est passé. Le monsieur a commissionné une dame pour venir donner un sac d'arachide à sa femme pour qu'elle commence un commerce parce que sa femme souffrait trop sans lui. Seigneur Jésus, si tu n'as pas vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Les morts là, ils sont pas morts. Le monsieur n'avait pas fini sa mission sur la terre, il a fait son accident. Et puis plus grave, quand le monsieur a fait l'accident,
Le temps que sa femme va arriver, parce que les gens du quartier ont fait une délégation pour pouvoir partir. Mais le temps que la femme va arriver là-bas, là, les gens du quartier ont enterré le monsieur parce qu'on disait que non, son corps était trop gâté. Que l'accident l'a trop gâté même. Donc, ils l'ont enterré avant que sa femme n'arrive. Parce que les musulmans, ils enterrent rapidement. Donc, ils l'ont enterré. Et quand sa femme est partie, après, bon, ça c'était les échos. Quand elle est revenue de bouche à oreille, puis moi j'ai entendu que non, quand elle est arrivée, ils ont fait des sacrifices, tout et tout. Et puis maintenant, elle est rentrée au quartier. Parce que moi, je ne pourrais pas aller lui demander, ah, tata, comment ça s'est passé le funérail de ton mari. Donc, c'est écho par le via des choses comme ça. De la tata avec qui je m'amusais beaucoup. C'est elle qui m'a dit non, que oui, elle est partie. Et puis, ils ont fait des sacrifices, c'est passé. Donc, DMG, si tu n'as pas vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Si la personne n'a pas fini sa mission sur la terre, là, il va errer. Et puis, ils sont pleins comme ça. Pleins, que ce soit femme, comme garçon, comme enfant. Ils sont pleins. Eh, Seigneur, si ce n'est pas Dieu seulement qui peut nous éviter ça. Merci. En tout cas, partagez, likez. C'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG, j'espère que vous vous portez bien. Abonnez-vous et partagez au maximum. Cette histoire que je viens vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire que j'ai vécue moi-même. C'est ma propre histoire, ma propre expérience quand j'avais encore entre 8 ans et 9 ans. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 19 ans, donc ça fait plus de 10 ans que ça s'est passé. Je suis une jeune Gabonaise et je vivais au quartier chic, à Port-Gentil. Je ne sais pas s'il y a les Port-Gentillais qui sont abonnés à DMG, mais qui connaissent forcément ce quartier-là, au quartier chic. Et ma mère et moi, ainsi que ma grande sœur, nous avons aménagé un jour de la maison d'un homme qui draguait ma mère. Et au final, on a commencé à créer une famille. Voilà. Il y avait ma mère, cet homme, l'enfant de cet homme et ma grande sœur et moi. On était tous dans cette maison-là et dans cette maison, il y avait plein de choses surnaturelles qui se passaient. Des fois, la nuit, on entendait des hiboux. Déjà, les hiboux, chez nous, c'est mauvais signe. Des fois, on voyait des esprits se balader autour de la maison et tout, mais on savait tout de suite que la maison-là, elle n'était pas très saine en fait. En face de notre maison, il y avait une maison inachevée. Il n'y avait pas de toit, mais elle était déjà construite. Mais il y avait de l'herbe et on sentait comme s'il y avait des serpents à l'intérieur. Et juste à côté, il y avait un canal, un grand rivage d'eau comme ça, mais de l'eau qui ne peut pas arriver à un adulte au niveau qui peut arriver peut-être à un adulte au niveau des cuisses. Voilà. Maintenant, je vais commencer mon histoire. Moi, j'étais le genre de personne qui ne prêtait pas très attention aux détails. Je vous explique. Moi, quand j'avais 8 ans, entre 8 ans et 9 ans, je pissais beaucoup au lit. Et ma mère trouvait ça normal parce que ma grande sœur faisait de même. Vous voyez? Et donc, chaque matin aussi, quand elle me réveillait, ma mère, elle ne me voyait jamais sous le lit, mais j'étais toujours sous mon lit, en fait. On ne sait pas à quel moment j'étais arrivée sous le lit, mais c'était comme ça. À chaque moment, à chaque fois, je me retrouvais sous le lit. Puis, j'ai commencé à faire des rêves bizarres. Dans ces rêves-là, non, plutôt dans ces cauchemars, désolé, j'étais dans une grande forêt et il y avait une route qui faisait une route droite. Et à la proximité, il y avait la forêt et tout. La lumière était verte, un vert pâle, désolé. Et j'étais assise toujours sur une pierre. Et puis, il y a un homme qui venait, un homme très beau, je me rappelle vraiment de son visage très beau, avec des lunettes. Et il m'attrapait la main, il me disait, viens, allons-y. Il me donnait la main et je partais avec lui. Puis je me réveillais toujours, soit j'ai pissé au lit, soit je suis sous le lit. Ma mère a vu ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Un jour, j'étais en train de regarder des films nigériens avec ma grande sœur et mon demi-frère. On était en train de regarder ça, puis on nous a demandé d'aller dormir. Et j'ai remarqué que moi, j'aimais trop regarder les films nigériens qui faisaient peur. Quand moi, je regardais ça et je partais me recoucher, je faisais des choses bizarres. Soit je parlais seule la nuit, soit je criais seule et tout.
Mais cette nuit-là, j'ai fait quelque chose de très inattendu. Parce que le matin, ma mère m'a réveillée avec une grosse claque au niveau du dos. Je me suis réveillée et elle me dit, va essuyer ce que tu as fait à la cuisine. Je suis allée à la cuisine. Je dis, moi, je ne suis pas allée à la cuisine. Moi, j'étais en train de dormir. Et là, ma grande soeur m'a dit que toi, vers 1h, tu es sortie de ton lit. Tu as commencé à marcher. On t'appelait, tu ne répondais pas. Tu marchais, tu allais à la cuisine, tu allais pisser et tu retournais dans ta chambre, t'allonger. Je n'ai rien compris. Je me rappelais de rien, vraiment de rien. Je suis allée, j'ai essuyé et je suis partie faire mes tâches quotidiennes et tout ça. Ça s'est répété pendant des mois et des mois et des mois. Et DMG, il faut savoir que à chaque fois que je rêvais de cet homme-là, il avait toujours la même corpulence, la même taille, le sourire toujours. Mais le problème, c'est que la forêt changeait toujours de couleur. Soit elle était rouge, verte, rose. Rouge, verte, rose. En tout cas, des couleurs qui ne font pas très catholiques, là. Vous connaissez un peu le rose, un peu, qui fonce vers le rouge, là. C'est ça, en fait. Et des fois aussi, je me réveillais avec les pieds écartés. Maintenant, ça a duré des mois et des mois et des mois. Et c'est là, bon, je me disais clairement, peut-être que ce sont des choses normales, mais j'ai toujours banalisé la chose parce que c'était les jeux qui étaient dans ma tête. Un jour, ma mère est venue me voir et elle m'a dit, c'est Nabou, tu faisais quoi comme ça la nuit? J'ai dit, maman, je faisais quoi? Et elle me dit, ah, toi, la nuit, tu t'es levée quand je suis rentrée dans votre chambre, tu étais debout et tu regardais vers la porte. J'ai dit, attends une minute. Genre, c'est quoi, c'est ça? Là, genre, j'ai dit que, ah non, peut-être que, je sais pas, peut-être que je suis somnambule et tout ça. Peut-être que c'est ça, mais sérieux, ça m'a fait peur d'un coup que, attends, j'étais debout devant la porte. Comment? Pourquoi? Et c'est là, le jour où tout s'est arrêté, je me rappelle bien, ma mère était venue le matin en me disant, tu sais ce que j'ai vu sur toi hier? J'ai dit, tu as vu quoi sur moi? Et elle me dit, hier, je suis rentrée encore dans votre chambre, comme à mes habitudes, parce que moi, bon, elle se réveille toujours vers 5h pour prier, et après, elle partait dormir encore. Et donc, elle aimait bien venir prier dans notre chambre, vu que notre chambre était très grande. Et elle a dit que je suis venue prier dans votre chambre, et j'ai vu un truc noir sur toi, un esprit noir, et tu avais les pieds écartés. Et puis elle a commencé à prier, invoquer, lancer le feu. Et c'est là, ce truc-là, regardez, il a voulu attaquer ma mère. Désolée pour, voilà. Il a voulu attaquer ma mère et dès que ma mère a continué à invoquer, le truc est parti, il a sauté par la fenêtre. J'ai dit, maman, tu rigoles. J'ai dit, maman, non, là, tu rigoles. Peut-être qu'on a regardé un film la nuit, peut-être tu ne me rappelles pas, mais là, tu rigoles, quel esprit. C'est vrai que je me réveillais toujours avec les pieds écartés, mais je me disais, quel esprit? C'est quoi ça? C'est quoi? Il n'y avait pas d'esprit avec moi et tout. Et la nuit, ma mère m'a dit ça. Je vous assure, DMG, j'ai dormi et c'est la dernière nuit où je l'ai vue. Non, pas la dernière nuit. Bon, je vais vous expliquer au fur et à mesure. J'étais dans la forêt toujours et la forêt tremblait. Elle tremblait beaucoup. Les couleurs se mélangeaient. Et j'étais là, j'avais peur. Cet homme est venu en fureur, il était en colère. Il est venu, il m'a attrapé la main, il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Qui t'a demandé de dire ça à ta mère? J'ai dit, moi j'ai dit quoi? Et là, il me disait, viens avec moi, tu ne retournes plus chez ta mère, Je disais, lâche-moi, s'il te plaît, laisse-moi tranquille et tout. Je disais ça et en même temps, il commençait à crier parce que la forêt tremblait beaucoup. Donc quelqu'un était en train de prier pendant ce temps et c'était ma mère. Et c'est là, à ce moment, que ça s'est arrêté et je n'ai plus jamais rêvé de lui. À cette période-là, je n'ai jamais expliqué ça à ma mère. Au fur et à mesure, j'ai grandi et j'ai su que c'était un mari de nuit que j'avais, vu que j'avais regardé encore un autre film nigérien similaire à cela. Et je me vu que c'était un mari de nuit que j'avais. Puis un jour, là, à mes 19 ans, là, je pense que c'était le mois passé, j'ai rencontré un Sénégalais. Et comme bon, je suis au Sénégal, j'ai rencontré un Sénégalais et c'est un Sénégalais chrétien. Et il a commencé à parler. On a commencé à parler des choses de Dieu et tout ça. On parlait. Et puis je lui ai confié que moi, avant, j'avais un mari de nuit. Mais je n'ai pas honte de le dire parce que
Je me dis, Claire, bon, c'est fini maintenant. Et je sais que je peux me contrôler. Je sais que maintenant, je peux faire face aux attaques mystiques. Parce que DMG, moi, je suis une fille. Les attaques mystiques, je reçois tout le temps. Mais je prie toujours. Quand j'ai raconté cela au Sénégalais, là, il m'a dit, il faut toujours prier et tout. Et il me disait que, ce genre de truc, ça arrive à tout le monde. Même il y a des hommes qui ont des femmes de nuit et tout. La nuit, DMG, je me suis endormie. Je rigole même un peu, mais ça m'a fait peur. J'étais assise et j'ai vu un homme qui venait. Et c'était le même homme, mais il n'avait plus de lunettes. Et il me dit, tu penses que je t'ai laissé? Viens, je ne t'ai pas laissé, tu es toujours ma femme. DMG. J'ai commencé à crier que laisse-moi. Il a commencé à me toucher, il voulait me faire des bisous et tout ça. J'ai dit, laisse-moi tranquille, laisse-moi s'il te plaît, laisse-moi. Puis je me suis réveillée. J'étais en sueur. Chaque fois que je me réveille, quand je fais des attaques mystiques, mais plutôt quand on m'attaque mystiquement, je prends toujours du temps pour réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis je me suis rappelée de tout. Je suis allée parler à ma mère. Et là, maintenant, je me suis confiée. Après 10 ans, j'ai dit à ma mère, en fait, que, l'homme que j'avais vu, c'était mon mari de nuit. C'était un mari de nuit et il venait chaque nuit. Elle m'a dit, tu penses que je n'étais pas au courant? Forcément, je voyais ça et je savais, mais comme tu étais encore jeune, tu ne voulais pas te dire ça. Elle m'a dit, prie toujours. Et moi, de mon côté, je veux continuer à prier pour ça. Mais sache que, je ne l'ai pas vu depuis. Et ça fait déjà 1 mois et c'est tranquille en fait. C'est ça. Et merci de m'avoir écouté. En tout cas, c'est juste pour vous dire à mes frères et sœurs de vraiment continuer à prier parce que on peut avoir un mari de nuit sans le savoir. Tu n'as aucune preuve de ça, mais tu l'as. Donc, juste priez toujours pour que Dieu vous montre des choses. Merci beaucoup. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour l'histoire. Merci pour tous ceux qui envoient les histoires. Merci pour tous ceux qui participent. Si tu as une histoire à raconter, envoie-le sur le numéro à l'écran. C'est le +237 655 81 90 17. Et on va jouer ici. Merci beaucoup pour la force. On se prend demain pour une nouvelle vidéo à 12h00. Voilà. Ciao, ciao.